Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'Alexandre le Grand, durant les premières années de son règne, avant de se lancer à l'assaut de l'immense empire perse. Alexandre doit rétablir l'ordre dans la Grèce révoltée suite à l'assassinat de Philippe II. Partons ensemble sur les traces du plus grand conquérant de tous les temps. À la mort de son père, Alexandre a 20 ans. L'ayant épaulé sur plusieurs campagnes, dont la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, le jeune roi a acquis une certaine expérience militaire et l'adhésion des troupes macédoniennes. À la nouvelle de l'assassinat de Philippe II, celle-ci l'acclame, le proclame ainsi roi de Macédoine et successeur de Philippe II. Mais la situation en Macédoine n'a rien de stable. En partie parce que, ces dernières années, Philippe II s'était détourné d'Olympias, la mère d'Alexandre, pour la plus jeune, Cléopâtre Eurydice, qui a mis au monde un fils peu avant la mort du roi. Mais aussi parce que la plupart des cités grecques, conquises par Philippe II en apprenant sa mort, se soulèvent, alors que les tribus barbares du nord et de l'ouest se montrent menaçantes. Le pouvoir d'Alexandre le Grand est loin d'être assuré et le trône est chancelant. La réplique du jeune roi est féroce. Aidé du général Antipater, un ancien conseiller général de son père Philippe II, Alexandre fait exécuter plusieurs membres de sa famille ainsi que Cléopâtre Eurydice et son oncle Attalos. Une fois la situation apaisée en Macédoine, Alexandre entreprend de rétablir le calme en Grèce. Il se rend en Thessalie où il noue une alliance avec la puissante confédération thessalienne. Il gagne ensuite les Thermopyles, lieu de la mythique bataille entre les Spartiates de Léonidas et l'Empire perse de Xerxès, où le conseil amphithéonique le proclame hégémon de la Grèce, tout comme son père. Puis il fonce sur la Cadmée, où, pris au dépourvu, les cités de Thèbes et de Chalcis se soumettent. Enfin, à Corinthe, il est nommé à l'unanimité des États grecs, à l'exception de Sparte, stratège général des Hellènes. La situation en Grèce stabilisée, Alexandre peut retourner en Macédoine avant de repartir presque aussitôt combattre les tribus barbares du nord, dont les tribales et les guettes qu'il anéantit, avant de récidiver en Illyrie. Mais pendant ce temps, la rumeur de sa mort s'est répandue en Grèce, entraînant une nouvelle vague de rébellion des cités-États qui espèrent retrouver leur indépendance. À marche forcée, Alexandre conduit son armée à Thèbes, qu'il prend d'assaut et rase entièrement, à l'exception des temples et de la maison du poète Pindare. Il fait également vendre 30 000 Thébains comme esclaves. Le sort de Thèbes marque les autres cités grecques qui font acte de soumission pour éviter la colère d'Alexandre. En un peu plus d'un an, Alexandre a ramené l'ordre dans l'ensemble de son royaume, aussi bien en Macédoine que dans les États des cités grecques. Il va alors pouvoir entamer son grand œuvre, l'invasion de l'Empire perse. Au printemps 334, à la tête d'une armée composée de 30 000 hommes et de 5 000 cavaliers, il franchit l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles, pose le pied sur le site de la mythique Troie. Là, il se dirige vers les tombeaux d'Ajax, d'Achille et de Patrocle, les héros de l'Iliade d'Homère, pour leur rendre hommage. Pour effectuer l'invasion de l'Empire perse, Alexandre s'entoura d'excellents généraux, à l'image d'Antigone le Borgne, Lysimaque, Pédicas, Parménion, Héphaïstion, Ptolémée ou encore Séleucos. Il a laissé la régence de la Grèce et du royaume de Macédoine à Antipater avec 9 000 fantassins et 1 500 cavaliers pour maintenir le contrôle sur l'ensemble de la Grèce. Sur les bords du lac du Granique, petit fleuve côtier de l'Empire perse de Darius III, une armée composée de Perses et de mercenaires grecs attend Alexandre le Grand en mai 334 avant Jésus-Christ, qui va écrire le premier chapitre de sa légende. Les forces sont relativement équilibrées. Darius III n'a pas pris part à cette bataille, mais a laissé le commandement à 3 satrapes, gouverneur d'une division administrative de l'Empire perse, ainsi qu'un général mercenaire grec du nom de Memnon de Rhodes. Ce dernier propose une technique bien connue, la pratique de la terre brûlée. Mais les satrapes refusent cette idée car ils ont peu de confiance envers un étranger et de plus un grec. En mai 334 avant Jésus-Christ, Memnon de Rhodes prend position sur une hauteur dominant la rive droite du Granique, rive qui était très étroite et dont il pensait en tirer avantage.
Ils ont certes l'avantage de la position, mais ces troupes d'infanterie sont positionnées sur la hauteur tandis que la cavalerie perse est en première ligne le long du fleuve du Granic, sur un espace réduit. Quand l'armée macédonienne arrive face à l'armée perse, Alexandre aperçoit que la cavalerie ennemie est placée sur un territoire étroit et restreint. Il en déduit que ces unités à cheval ne pourront pas se battre correctement si elles sont chargées. Alexandre prend le commandement en personne de sa cavalerie et charge le flanc gauche des Perses. Dans cet assaut, l'ordre fut donné à ses phalanges de monter à l'assaut des troupes d'infanterie ennemies. L'avant-garde d'Alexandre aurait été repoussée par les flèches perses. Le roi de Macédoine charge en tête et un violent combat s'engage entre les deux unités à cheval. La cavalerie perse finit par céder et décide de se replier. Les mercenaires grecs, situés sur les hauteurs, ne reçurent aucun ordre. En conséquence, ils restent sur leurs collines. Pendant ce temps, l'autre partie de la cavalerie d'Alexandre attaque le flanc droit des Perses. Une fois la première ligne de front ennemie enfoncée, l'armée macédonienne se jette sur les mercenaires grecs, qui sont toujours sans ordre de mouvement, et sont en grande partie tués. Sur les 10 000 mercenaires grecs, simplement 2 000 survécurent. Comme on l'a vu, grâce à sa victoire du Granic, Alexandre le Grand continue son invasion de l'Empire perse. Memnon de Rhodes survécut et alla faire son rapport au roi Darius III. Plusieurs facteurs expliquent la défaite des Perses. D'une part, l'extraordinaire génie militaire d'Alexandre le Grand. Également, les Perses ont positionné leur cavalerie dans un espace étroit où leur mobilité était compromise et le manque de communication entre les chefs et les unités furent également une des causes de la défaite du Granic. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.